Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, traversier, pêcherie, assurance chômage et souveraineté. On fait le tour des dossiers avec Caroline Desbiens. Tourisme Charlevoix prépare un plan montagne. Le point sur la situation à Petite-Rivière-Saint-François en compagnie du maire Jean-Guy Bouchard. Les 13 bibliothèques du Grand Charlevoix s'unissent pour promouvoir leurs services. Seriez-vous capable d'utiliser un défibrillateur en cas de besoin? Beaucoup d'activités durant la semaine de relâche scolaire. Bonne émission! J'ai rencontré cette semaine Caroline Desbiens, notre députée fédérale, pour faire le point sur les différents dossiers dans la circonscription. Madame Desbiens, bonjour et bienvenue à TVCO. Bonjour, M. Ouellet, ça fait plaisir. Faisons le tour ensemble des dossiers qui nous concernent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de faire le tour avec vous. Parlons d'abord de ce qui se passe avec les traversiers de l'île aux Coudres. Je sais que pour vous, c'est particulier parce que vous êtes en dehors de votre juridiction quand vous intervenez. Mais on ne peut pas dire que vous êtes en dehors de votre territoire non plus quand vous intervenez sur le dossier du traversier de l'île aux Coudres. Comment vous vous situez par rapport à ça? Bien, je me situe davantage dans une position d'écoute et de soutien à la population, en fait. La population qui est touchée, ce sont les usagers de l'île aux Coudres. Il faut dire qu'il n'y a pas que les gens de l'île qui sont concernés, il y a tous les usagers qui vont et viennent. Il y a des travailleurs qui viennent travailler au chantier, il y a des gens qui viennent enseigner à l'école, etc. Donc, évidemment, pour le redire encore une fois, la compétence fédérale ne gère pas les traversiers, n'a pas aucun impact sur les traversiers, à moins d'un jour interpeller l'armée ou la garde côtière. Mais il se passe beaucoup de choses quand même. Il se passe beaucoup de choses. Dans votre circonscription. Et les gens étaient inquiets. Et comme je suis une petite fille de l'île, c'est de là que tout part, bien, les gens m'appelaient et me demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Il faut le rappeler, on a été pendant plus de 30 heures en découverture de services d'urgence, de transport d'urgence. Donc, s'il y avait une urgence à l'île, on ne pouvait pas sortir de l'île. Oui, ça s'est passé du vendredi à samedi dernier, donc. Je vous pose une question. Est-ce que du temps de votre père, ces situations-là ne se reproduisaient pas aussi très régulièrement? Bien, il y avait comment on vivait ça? Comment on peut vivre ça sereinement aujourd'hui? Il y avait un médecin résident à l'île aux Coudres. Ça change tout. Ça changerait tout s'il y avait quelqu'un, ne serait-ce qu'une super infirmière ou un médecin. Et là, vous avez réuni donc un comité. Hein, vous avez fait une table de travail lorsque vous avez vu qu'il était en crise. Les traversiers s'échouaient, les grandes marées étaient là, tout était compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui a été mis de l'avant? C'est un peu avec l'appel, c'est l'appel des gens, en fait, qui m'ont interpellée. Et c'est aussi le fait qu'à un moment donné, un discours neuf, un apport nouveau, histoire de réunir tout le monde en post-mortem pour que la situation ne se reproduise pas. Parce que quand on voit une situation qui est critique, on ne veut pas que ça se reproduise. On sait qu'il y aura encore des grandes marées où le bateau ne pourra pas traverser de voiture. Et c'est là que la complexité s'impose, en fait. Mais pour aller rapidement sur d'autres dossiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Oui, on a beaucoup de choses, ensemble. On se voit pas assez souvent. Quelle est la situation actuelle au niveau de la sécurité sur l'île? Comment vous la jugeriez? C'est minimal. Il faudrait que ça devienne maximal. Minimal, ça veut dire que si on fait, par exemple, un AVC à l'île aux Coudres en pleine nuit, que le traversier, la marée est haute et que le traversier ne peut pas sortir de voiture, c'est une ambulance qui est postée sur le traversier. Et là, on prend la civière, on la sort de l'ambulance, on l'embarque sur le traversier par une passerelle, on l'embarque dans une ambulance sur le bateau, on la débarque de l'autre côté sur une passerelle pour la rembarquer sur une ambulance sur le quai. On comprend que ce n'est pas l'idéal. Ça sauve. Mais on le ferait sans être malade, c'est déjà périlleux. Alors imaginez quand on fait une crise de cœur ou un AVC. À suivre là-dessus, Mme Desbiens. Par ailleurs, vous êtes vice-présidente du comité des pêches. Il y en a été beaucoup question au printemps passé, comité des pêches. Qu'est-ce qui s'annonce pour le printemps du côté des pêcheries, Mme Desbiens? Il y a beaucoup de dossiers, je pense, qui sont en cours. D'abord, parlez-nous rapidement de notre Caplan. Bien, notre Caplan, il y a un quota d'assurés pour les pêcheurs jusqu'à nouvel ordre. J'ai rencontré la ministre la semaine dernière et elle m'a confirmé qu'il y avait un quota d'assurés.
Et la pêche pourra débuter En principe, le 1er avril. Okay. Mais une fois le quota, mettons que le Caplan arrive de bonne heure, là, une fois le quota atteint, il faut attendre la mesure des ressources pour poursuivre la pêche. Alors, il y a toujours un petit risque de perte de pêche, et on le sait, les gens de la région savent très bien que le Caplan a une durée limitée. Donc, perdre une semaine, 2 semaines de pêche, que ce soit au début ou à la fin, c'est toujours catastrophique pour les pêcheurs. Donc, on reste à l'écoute, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres pêcheurs au Québec qui vivent des situations difficiles? Bien évidemment, il y a tous nos pêcheurs de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, qui sont en ce moment victimes de la fermeture, on dit temporaire, moratoire, on ne sait plus exactement le terme, mais il y a les pêcheurs de hareng maquereau l'année passée qui ont été avisés à quelques jours de l'ouverture de la pêche qui ne pêcheraient pas. Cette année, on vient d'annoncer que la plie rouge et l'imande à queue jaune, j'ai toujours la misère à dire le mot, eux autres, c'est eux qui sont pénalisés cette année. Donc, nous, on s'en va, je pars pour les Îles-de-la-Madeleine la semaine prochaine au rendez-vous du Loup-Marin. Avec mon chef Yves-François Blanchet. On va rencontrer ces pêcheurs-là, évidemment, qui sont impactés cette année. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que votre poste de vice-présidente aux pêcheries, dans un secteur comme les pêcheries, vous permet vraiment de faire avancer des choses? Parce qu'on a souvent l'impression que l'opposition, ça se bute le nez sur le gouvernement. Bien, étonnamment. Normalement, l'opposition se bute le nez sur le gouvernement. Étonnamment, je pense qu'ils rencontrent au comité, ils se sont rendus compte que je connaissais, que j'étais venue au monde dans l'eau salée. Et donc, ça aide hein, le dossier. Et j'ai réussi, moi, à faire passer 4 motions qui vont aller à l'étude. Il y en a déjà une de fait, la traçabilité et l'étiquetage, qui a été faite la première de cette législature. Et il y en a une prochaine qui s'en vient sur la corporatisation des entreprises de transformation, qui, donc, permet aux étrangers de venir s'approprier des quotas, ce qui est très, très inquiétant. Donc ça, c'est une... Mais on va étudier l'épinipède bientôt aussi, qui est une motion qui a été proposée par nos collègues conservateurs. Donc, on a un impact, j'ai un impact certain sur ces 4 motions-là. Ça s'était rarement vu pour le Bloc québécois qu'on puisse porter 4 études. Avez-vous l'impression que vous avez le même impact dans le dossier de l'assurance-emploi? Ça fait des mois que vous réclamez des choses et on est en plein trou noir. Oui, on est en plein trou noir. En fait, il y a une écoute de la ministre, mais l'écoute, ça ne suffit pas. Et je pense qu'elle n'a pas d'écoute au ministère des Finances. C'est ça le problème. Donc, on espère que le projet pilote se mette en place, le projet pilote des 5 semaines là, de Pourriez-vous soutien. rapidement mais les gens nous expliquer? ne se sont pas qualifiés. Le problème, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? On est en pénurie d'emploi. Statut... Puis on a des trous noirs à l'assurance chômage parce que les gens n'ont pas assez travaillé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre une minute, nous expliquer ça? Statut de travail saisonnier. C'est essentiellement ce qu'on demande au gouvernement. C'est qu'il y ait un traitement des critères spécifiques pour les gens qui occupent un travail saisonnier. Et le travail saisonnier... Donc, qui travaillent 12 semaines, qui travaillent 16 semaines? Ça, c'est des spécialistes qui évalueront ça, mais qu'on ait une considération particulière pour les travailleurs en région, qui sont souvent des travailleurs saisonniers, que ce soit les stations de ski l'hiver ou les gens du tourisme l'été. Donc, c'est simple, dans le fond. Il faut juste un peu de bonne volonté et dire, bon, on prend, au lieu de réformer l'assurance-emploi, qui est un travail laborieux, on peut, à tout le moins, de toute urgence, créer un statut de travailleur saisonnier, de travail saisonnier, pardon, parce que c'est pas le travailleur qui est saisonnier, c'est l'offre de travail, et permettre à ces gens-là d'avoir des conditions particulières pour obtenir un... Parce que souvent, les travails... Là, ça n'a pas bougé, en tout cas, ça n'a pas bougé là, dans la dernière année. Tout ce qu'on nous parle, c'est le projet pilote, mais pour ça, il faut que les gens soient qualifiés. Qui a fait 750 heures cette année? Très peu de gens. Donc, c'est là que le bas blesse, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Et on exerce énormément de pression. On a rencontré les organisations de représentants de travailleurs à Ottawa. On était, moi, ma collègue Louise Chabot. Vous butez au gouvernement là-dessus? Bien, je pense que la ministre se bute à son ministère des Finances également. En terminant, vous avez comme slogan « Soyons nous-mêmes ». Soyons nous-mêmes. J'aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être ce que nous sommes, une société social-démocrate qui s'est donné des services publics, qui s'est donné des notions de vivre ensemble très précises, qui ont reconnu à l'Assemblée nationale une langue commune d'usage qui est le français. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça qu'on veut faire... je dirais, ramener dans le discours politique et les échanges aussi entre les différentes personnes et différentes organisations pour qu'on ramène cette espèce de consensus de vouloir être ce que nous sommes. Et pour être ce que nous sommes, inévitablement, il faut rapatrier plusieurs pouvoirs qui sont Sommes-nous souverainistes au Bloc encore? Bien, absolument. On est plus que souverainistes, on est indépendantistes. Et très fiers de l'être et décomplexés. Caroline Desbiens, merci pour cette entrevue et à la prochaine. Merci beaucoup. Nos montagnes sont nos richesses et pour les développer et les préserver avec soin,
Tourisme Charlevoix se penche sur un plan montagne. Lydia Duchesne en parle avec Michel Dion. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Donc, c'est 9 associations touristiques régionales, dont Tourisme Charlevoix, qui travaillent actuellement à mettre en place un plan montagne. Dites-moi, qu'est-ce que c'est un plan montagne? À quoi ça sert? Oui. Donc, le plan montagne, en fait, c'est une initiative du ministère du Tourisme. C'est issu, en fait, d'une mission qui a eu lieu dans la région de Auvergne-Rhône-Alpes. OK. Et l'idée, en fait, c'est d'entretenir un peu plus là, le tourisme montagnard, puis là, lui permettre de prendre un virage plus durable, plus responsable, parce que les sommes de ce plan montagne-là viennent du plan pour un plan d'action pour un tourisme plus durable et responsable au ministère du Tourisme. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'une fois qu'on a reçu le plan montagne, bien, après ça, il y avait une liberté pour chacune des associations touristiques régionales de le moduler à sa façon. Donc, de notre côté, bien, on est vraiment dans l'adaptation de secteurs clés qu'on a identifiés pour les aider à se doter, d'une vision d'avenir, mais deux aussi, de les aider à prendre ce virage-là d'adaptation puis de résilience au changement climatique. Donc, c'est surtout centré vers la résilience au changement climatique, c'est ce que je comprends? Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi de la protection des milieux naturels. Oui. Il y a l'aspect également de la chaîne d'approvisionnement locale, donc l'économie circulaire. Il y a aussi la mobilité durable. Donc, c'est vraiment d'amener les communautés, si je peux dire, montagnardes à travailler ensemble puis à trouver des solutions innovantes pour leur permettre de faire face aux différents défis qui les guettent à l'horizon. D'accord. Mais dites-moi, le changement climatique puis tous ces enjeux de développement durable, ça touche quand même tous les secteurs d'activité. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a un plan spécifiquement pour les montagnes qui est établi? Ben en fait, au niveau des montagnes, c'est qu'on note des changements climatiques qui sont vraiment à degrés variables. Donc, par exemple, les hauts sommets vont avoir des quantités de précipitations neigeuses qui vont être quand même intéressantes sur l'échelle 2050. Oui. Mais on voit aussi que dans les modélisations, par exemple, les bas de montagne vont connaître des précipitations liquides de plus en plus. Donc, il y a différents types d'entreprises qui sont vulnérables. On prend notamment les stations de ski en raison de cet effet-là. Mm-hmm. Donc, il faut notamment les aider dans leur diversification saisonnière, un peu pour justement les aider au niveau de la pérennité des revenus, mais aussi parce qu'ils vont connaître vraiment des états différents au niveau des changements climatiques, dépendant où ils sont au niveau des montagnes. Donc, c'est d'où l'importance d'accompagner ces secteurs-là. Puis comme je disais, c'était une volonté qui était forte de la ministre du Tourisme, basée un peu sur ce qu'elle avait vu là, dans la région des Alpes en Europe. D'accord. Pour la région de Charlevoix, donc c'est quoi les emplacements qui sont ciblés? Forcément le Massif, Grand Fond, et à part ça? Donc, il y a la zone du Grand Fond, il y a la zone du Massif, il y a la zone de ce qui est l'emprise de ce que serait probablement le futur parc national, donc à Saint-Siméon. D'accord. Donc, on a une zone à cet endroit-là. Puis, on a aussi la zone qu'on appelle des montagnes, qui recouvre en fait la partie entre Saint-Urbain et Saint-Aimé-des-Lacs, donc les deux parcs nationaux, notamment l'arrière-pays, exactement. Il y a un diagnostic, justement, qui a été fait du territoire. C'est par l'association touristique que ça a été fait, ce diagnostic-là, pour évaluer, en fait, les changements climatiques. C'est une modélisation avec vue sur 2050. C'est quoi les données sur lesquelles vous vous basez pour faire cette évaluation-là? En fait, nous, on prend des données qui sont issues d'Ouranos, donc l'organisation Ouranos, qui nous permet de faire des modélisations. Puis avant, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des modélisations pour toute la région. Okay. Mais là, à l'aide de notre conseiller en développement durable qu'on a embauché, on a été à même de faire des modélisations pour chacune des zones. Et c'est là vraiment qu'on voit que l'impact des changements climatiques a vraiment des degrés variables selon où on est sur le territoire, par exemple. Plus on est proche du fleuve, mais plus on va connaître des précipitations liquides plus importantes, alors que plus on s'éloigne à l'intérieur des terres, plus on va avoir des quantités neigeuses qui sont un peu plus intéressantes qu'en bordure de fleuve. Ça, vraiment, ça nous permet d'avoir un portrait pour 2050. Puis l'idée, c'est que même si au niveau du positionnement, on est quand même avantagé par rapport à d'autres régions. Si je prends par exemple les Laurentides ou encore les cantons de l'Est, il ne faut pas s'asseoir sur cet avantage-là parce que c'est quelque chose qui peut changer assez rapidement. Donc, il faut travailler dès maintenant
à essayer d'améliorer les données qui sont issues de ces modélisations-là pour vraiment s'assurer qu'on va avoir un avenir le plus périn possible. Vous dites qu'on est avantagé, c'est parce qu'on a ces différents milieux-là d'accessibles, justement, à bord du fleuve et les hauteurs? Bien, c'est surtout, par exemple, au niveau de la saison hivernale. On sait que c'est la saison qui va être... tous les saisons vont être affectées, mais surtout la saison hivernale. On voit déjà la saison présentement en cours est déjà très difficile au niveau des stations de ski, par exemple, dans les cantons de l'Est. On entend des cas, par exemple, de gens qui vivent dans les cantons de l'Est, mais qui prennent leur passe de ski dans les Laurentides pour aller être à la recherche d'une meilleure qualité de neige. Donc, nous, présentement, je dirais que ça se passe quand même bien, mais il y a quand même cet enjeu-là qu'il faut vraiment regarder dès maintenant. Puis c'est pour ça que notre plan montagne, la façon qu'on l'a travaillé, c'est qu'on veut que chaque zone se dote d'un plan d'action concerté, puis que les acteurs travaillent ensemble à cette vision-là. Parce qu'on sait, comme le proverbe le dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui. Bien, c'est un peu notre philosophie qu'on souhaite incorporer dans le plan montagne, parce que les défis des changements climatiques, bien, ça s'attaque pas seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, donc là, vous êtes là-dedans présentement dans la consultation, c'est là où vous en êtes? Oui, exactement. Donc, on est présentement dans je l'appellerais comme la co-création parce qu'on est vraiment pas juste en consultation, mais on réfléchit aux solutions ensemble. C'est un travail, il y a déjà eu 2 séances qui ont eu lieu. On travaille aussi en partenariat avec les MRC, avec les municipalités concernées aussi. Donc, ça va se poursuivre jusqu'à fin avril. Et dès 1er mai, en fait, on va lancer un appel à projet parce que en plus, avec le plan montagne, c'est qu'on va avoir les sous financiers pour soutenir les différents projets qui vont être issus. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas juste d'établir la vision, mais il y a aussi les munitions pour mener à bien cette vision-là. Donc les projets qui pourraient être des nouvelles activités, un changement de sentier ou des choses comme ça? Ben, par exemple, type de projet, ça pourrait être l'installation d'une navette pour réduire le trafic automobile. Ça pourrait être aller chercher un accompagnement pour permettre d'aider à l'approvisionnement de la chaîne locale, pour faire affaire plus avec des fournisseurs locaux, à titre d'exemple. Il pourrait y avoir, je sais pas moi, une station de ski qui souhaite s'acheter du nouvel équipement pour permettre de s'adapter plus au changement climatique. Donc, par exemple, je dis des canons à neige ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que ça peut prendre quand même plusieurs formes, mais toujours dans l'esprit de s'adapter au contexte qui nous guette en ce moment. Et donc là, l'objectif, c'est que toutes ces montagnes ciblées-là ou ces régions-là se soient dotées d'un plan complet d'ici quand? D'ici fin avril. Donc, ça arrive quand même assez rapidement, oui. Puis, justement, pour qu'en mai, dès lors, on soit capable de commencer à financer les projets qui vont avoir été issus de ça. De façon concrète, là. Okay. Exact. Et les projets qui devront être mis en place dans l'année qui vient pour la prochaine saison? Oui, mais en même temps, on veut faire d'autres appels à projets. Nous, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on souhaite rendre disponibles dans ces appels à projets-là. Donc, il n'y en aura pas juste un. Donc, il y aura une première vague de projets, si je peux dire, mais il y en aura d'autres en novembre, en mai 2024, etc. Donc, ça va se poursuivre dans le temps aussi. D'accord. Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait par la suite un plan rivière ou un plan pour d'autres milieux du tourisme? Bien, c'est une bonne question, mais en même temps, tout d'abord, je pense que c'est important de savoir que dans le plan montagne, on va être capable quand même de recevoir des projets qui ne sont pas seulement issus de ces 4 zones-là. Donc, on a quand même cette ouverture de recevoir des projets. C'est juste qu'on se concentre spécifiquement sur ces zones-là. Ceci dit, nous, Tourisme Charlevoix, on travaille pour un grand Charlevoix. Puis on va bientôt lancer notre nouvelle planification stratégique qui est très orientée vers une meilleure cohabitation avec la population locale, un meilleur développement durable et tout. Donc, on travaille pas juste pour les secteurs montagnards, on travaille aussi pour les secteurs de fleuve. Donc, vraiment, les actions qu'on souhaite déployer dans les prochaines années sont vraiment pour un grand Charlevoix et non localisé géographiquement. Parfait. Mais merci beaucoup, Michel Dion. Mais merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François se retrouve au cœur de la question du développement du tourisme dans notre région et j'ai fait le point là-dessus en compagnie du maire de Petite-Rivière, M. Jean-Guy Bouchard. Jean-Guy Bouchard, bonjour. Bonjour. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, on dirait que c'est au cœur des actualités depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que l'intérêt des promoteurs est si fort que ça? Parce qu'on entend beaucoup parler de la municipalité. Ben, c'est vrai que chez nous, il y a un engouement pour les promoteurs de s'installer en fonction de tout ce que vous connaissez, là, le virage touristique, puis le positionnement de notre village intéresse beaucoup de monde, puis on est très heureux. Ça fait partie de notre mission de travailler à accompagner des promoteurs pour l'avancement. Puis voilà, il y en a qui déposent des choses. Ne sont pas toujours acceptés, ils sont analysés, puis il y en a qui sont sur analyse, puis il y en a d'autres qu'on va donner feu vert dans certains moments. On parle bien sûr, sans le nommer, là, du dossier du Géolagon qui fait couler beaucoup d'encre. Ah, mon Dieu. Ça fait couler beaucoup d'encre. On a l'impression que dans ce dossier-là, que la municipalité, puis vous en particulier, vous êtes comme isolé à la MRC avec les règlements qui ont été passés pour revoir le zonage en zone forestière. Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu isolé là, avec... Vous êtes le maire de la municipalité où il y a beaucoup de projets, puis vous avez des collègues qui disent, bien là, pas trop vite, là, il faut faire les choses. C'est peut-être un projet qui, régionalement, a surpris. Là. Ouais. Évidemment, c'est sûr que la MRC, c'était dans sa mission aussi de voir le schéma de ménagement. C'est un concours de circonstances, c'est arrivé au même moment. En tout cas, pour le moment, c'est ça. Mais on en est au même point là, avant le RCI. C'est qu'à un moment donné, ça n'a pas avancé, ce projet-là. C'est un projet qui est en attente de des décisions, puis on est au statu quo au même moment. Mais on comprend que le promoteur, lui, nous a dit sa demande officielle est déposée à la municipalité. Oui. Ça, c'est confirmé. Bien, ça, écoute, c'était en décembre. C'est une demande officielle d'analyse de zonage. Et il y a également le rapport de la réserve de la biosphère qui a été déposé à la municipalité. Oui, c'est un rapport préliminaire où on en est au même point. Dans le cas du préliminaire, les membres du conseil avaient été invités de faire l'analyse et de recevoir le document. C'était quand même un document exhaustif, 35 pages. Oui. Fait qu'on voulait que chaque membre du conseil n'en prenne connaissance. Et là, présentement, il y a un moratoire de 90 jours. Il reste moins, là, quand même. Ça fait quand même quelques semaines que le moratoire a été déposé sur les projets en zone forestière. Pensez-vous qu'il va y avoir des développements dans le courant du mois de mars sur le dossier du côté de la municipalité? Est-ce que ça risque de bouger? Pour nous, pour le moment, là, je pense que non. Il n'y a pas de dénouement parce qu'il y avait plusieurs conditions qui étaient rattachées. C'était pas rien qu'une demande de permis. Il y avait plusieurs éléments. L'environnement était vraiment un élément important. Toutes ces étapes-là devront être franchies avant d'évaluer le projet. Donc, on parlait là, de consultation, entre autres, de venir présenter le projet à la population, avec ou pas l'appui de la municipalité, tout ça. Il n'y a rien qui va se faire là-dedans avant le mois de mars, pendant le mois de mars. Pour le moment, on n'a pas de date fixée. On est au statu quo, il reste à un moment donné des éléments à vérifier, mais c'est resté au même moment que quand on a annoncé le RCI, on était à cet endroit-là. Si j'avais pris une photo, là, c'est la même photo aujourd'hui qu'il y a à ce moment-là. Est-ce que vous comptez participer activement aux consultations de la MRC sur l'avenir du développement de la région? Comment vous voyez ça? On dirait que ça provoque une réflexion régionale sur on s'en va où avec tout ça? Bien, moi, ce que j'ai compris, c'est sûr que moi, c'est ma première année là, de mandat. J'avais quand même quitté il y a 12 ans. Ce que j'ai compris, c'est qu'on est en révision du schéma d'aménagement. Ça fait qu'actuellement, c'est sûr qu'on va participer parce que notre village, possiblement, est à un aire de développement important. Fait qu'on est là pour faire valoir aussi nos acquis puis la vision de notre développement aussi comme village touristique. Naturellement qu'on va y participer avec un grand intérêt. En terminant là, sur ce dossier, là, on constate que l'engouement de Petite-Rivière-Saint-François génère des revenus assez importants à la municipalité, ce qui fait que dans la région, on commence à sentir une espèce de, je dirais presque de jalousie ou d'iniquité, parce que les taxes municipales augmentent partout, puis ils sont maintenus à Petite-Rivière. Avez-vous l'impression qu'il y a comme une situation qui pourrait évoluer de ce côté-là, qu'on puisse régionaliser certains équipements ou aller de l'avant? Parce qu'on a l'impression que là, il y a comme un débalancement au niveau de la fiscalité, parce qu'à Petite-Rivière, ça se développe, donc, puis on ne fait pas de hausse de taxes. Ouais, c'est sûr qu'on dit ça nous maintient de garder le statu quo en forme de taxe, mais il faut dire aussi qu'il y a énormément de frais supplémentaires qui s'ajoutent à mesure qu'on prend de l'expansion. OK. J'imagine qu'on n'a pas d'intérêt à régionaliser quoi que ce soit. Plus le territoire s'agrandit, plus il faut donner des services d'entretien de déneigement, d'amélioration de routes, puis d'entretien aussi. Ça fait que le territoire s'agrandit, mais les surplus budgétaires qui nous est alloués en fonction du projet de développement
Naturellement, on les place pour que les citoyens aient davantage de services. Fait qu'au bout de la course, en échange, là, oui, il y a une richesse qui s'installe, mais oui aussi, il y a des dépenses aussi qui viennent s'équilibrer avec ça. Là. Bien, parlant de dépenses, là, vous avez décidé de vous doter d'un équipement important, d'un camion de pompiers. Dites-moi, qu'est-ce qu'on avait pour lutter contre les incendies à la municipalité, puis qu'est-ce qu'on va avoir de plus avec le prochain camion? C'est quoi l'augmentation qu'on va avoir là-dessus? Bien, déjà, on avait un camion citerne là, qui était déjà un camion quand même. Là, lui, il permet de pomper de l'eau. Oui, c'est ça. Puis avec l'arrivée du Tlumed, fait que le schéma de couverture de risque qui est en élaboration a été réévalué, puis il y a des éléments supplémentaires qu'il faut rajouter, entre autres le camion. Il était question à l'époque d'un camion avec échelle, l'analyse, mais ce n'était pas nécessairement une recommandation, c'était une proposition d'analyse. Mais nous, on y a été avec quelque chose de moins dispendieux, puis qui n'est pas nécessairement obligatoire dans l'acquisition. C'est un camion citerne peut-être plus léger, qui permet à un moment donné d'être installé en haut sur les secteurs de développement, entre autres au parc entrepreneurial, à laquelle on a aussi comme projet d'évaluer pour bâtir une caserne d'incendie à ces endroits-là, pour permettre à un moment donné d'être plus actif. Le schéma de couverture de risque nous oblige à être... Travailler dans le bas et dans le haut de la municipalité. Exactement. Dans le cas des besoins, bien là, on a 2 camions qui arrivent avec les besoins en eau là, de façon plus intense, fait que l'effort de frappe est mieux organisé. Pour le moment, le camion échelle, c'est pas dans l'air pour l'acquisition. Okay. On ne sait pas dans plusieurs années qu'est-ce que ça sera, puis après ça, on va toujours en lien avec Baie-Saint-Paul. Les autres sont super bien équipés, ça fait que dans le cas de des appels d'urgence intenses, puis même en tout temps, ils sont appelés pour la rescousse dans le cas des sinistres plus importants. L'escouade de pompiers de Petite-Rivière, ce sont des pompiers volontaires. Exactement. On compte combien de pompiers de Petite-Rivière? Écoutez, ils s'en rajoutent à chaque année. On est rendu pas loin d'une vingtaine de pompiers. On en a encore 2 qui se sont rajoutés, qui sont en formation. Et il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt qui s'installe de plus en plus. C'est sûr que je ne vous dirais pas qu'ils sont là en tout temps, parce qu'il va être quand même une petite localité. Et il me fait qu'on a le lien avec notre municipalité voisine, qui est Baie-Saint-Paul. Dans le cas des feux, on fait toujours appel à leur soutien pour avancer là-dedans. En terminant, M. le maire, il n'y a pas que les gros projets là, dans le domaine touristique. Il y a également des maisons qui se louent un peu partout. Et vous voulez modifier le règlement là, sur l'utilisation des résidences principales en résidence de tourisme. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en terminant, là, nous expliquer un peu quel genre de réglementation vous voulez faire là-dessus? Bien, c'est fait, c'est complété. Okay. Ça a franchi l'étape de la MRC. Maintenant, c'est un secteur où est-ce que celui qui en était propriétaire n'avait pas été de l'avant pour la compléter dans le secteur de la Martine. Il y avait des terrains qui étaient non construits, les routes n'étaient pas faites. Le nouveau propriétaire en a fait l'acquisition, il a construit, et il y a eu l'émission des permis qui a été émis, puis le zonage ne permettait pas d'avoir des résidences de touristes. Puis à la fait, depuis longtemps dans la réflexion, on se disait que le lien entre le résidentiel puis les permis touristiques ou les résidences de touristes, il y avait toujours des situations un peu de concordance ou de lien entre le On s'aménageait un beau chalet, puis on le louait pour finir les fins de mois, puis on se c'est ça, double utilisation. On a permis dans ce secteur-là de rendre, là, il restait à peu près une vingtaine de terrains, de les rendre toutes résidences de touristes pour permettre d'avoir une certaine harmonisation, parce qu'ils vont tous être au même niveau. Plutôt d'avoir une résidence de touristes, une résidence à côté, une résidence de touristes qui des fois, ça crée un problème de cohabitation. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que le règlement 706, qui modifie le règlement 603, a permis finalement de rajouter ce secteur-là d'agrandissement, de développement en résidence de touristes. Monsieur le maire, je vous remercie d'être venu faire le point avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au plaisir. Avec son réseau de 13 bibliothèques publiques, la région dispose de beaucoup de ressources. Et les 2 MRC de la région ont décidé de s'unir pour vous inviter à bien profiter de nos bibliothèques. Bonjour Annie Vaillancourt. Bonjour. On parle ensemble de la vidéo Ma Biblio, un monde de possibilités qui vient d'être présentée. On parle donc de toutes les bibliothèques du grand territoire des 2 MRC de Charlevoix. Peux-tu me dire qui a instigé ce projet-là? En fait, je dirais que les 2 tables de concertation, il faut savoir que dans chaque MRC, on trouve une table de concertation qui réunit les responsables de chacune des bibliothèques, avaient ce souhait-là de valoriser leurs services, valoriser l'offre, de la faire connaître, de la diffuser plus largement.
Donc, on a pensé de travailler ensemble, puis carrément d'inscrire le projet dans chacune de nos ententes de développement culturel. Ma Biblio, un monde de possibilités, est le titre donné à la vidéo promotionnelle réalisée par Éric Chaput de TVCO. On y voit des images des 13 bibliothèques charlevoisiennes et des services moins connus. Par exemple, une bouquinerie en plein air, des activités animées et la possibilité de louer de l'équipement technologique comme un casque de réalité virtuelle ou un robot à programmer. Bien, il y a un objectif principal puis des sous-objectifs, c'est vraiment de faire connaître la diversité de l'offre. Parce que quand on pense à la bibliothèque, on a notre premier réflexe de penser auprès de livres, qui bien sûr va demeurer un service de base. Mais maintenant, avec les années, les services se sont tellement développés. On peut retrouver des espaces multifonctionnels, des espaces d'exposition attitrés. On a du prêt d'équipement numérique. On a une diversité aussi d'activités d'animation dans un contexte de programmation ou alors proposées de manière ponctuelle. Également, parmi les possibilités méconnues, les nouveaux arrivants hispanophones peuvent désormais emprunter des livres dans leur langue maternelle. Aussi, grâce au réseau, il est possible d'échanger les ouvrages entre les bibliothèques. Mais moi, j'inviterais vraiment les familles à faire les demandes. Oui, il faut demander à la bibliothèque. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, oui, fait que l'équipe ici, ben, va y aller en fonction de son inspiration, va écouter les besoins, les demandes. Une vie a récemment été sauvée au massif de Petite-Rivière-Saint-François grâce à une intervention rapide et surtout grâce à l'utilisation d'un défibrillateur. Alors, on a demandé à nos paramédics de la CETAC de venir nous expliquer comment ça fonctionne, un défibrillateur, et à quel endroit il y en a dans la région, parce que peut-être qu'un jour, ça sera notre tour de l'utiliser pour sauver une vie. Daisy Simard, Dominique Marcotte, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes paramédic au sein de la CETAC sur le territoire charlevoisien. Dites-moi, est-ce que c'est un appareil comme celui-là qui a servi à sauver la victime au massif dernièrement? Oui, effectivement. C'est un défibrillateur externe automatisé qu'on appelle DEA. Oui. C'est vraiment ça qui a servi à donner un choc puis réanimer le patient dans le cas du massif. Pouvez-vous nous montrer un peu comment ça fonctionne? Parce que c'est un appareil qui est fait pour que tout le monde puisse s'en servir. On n'est pas obligé d'être formé d'avance pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un, finalement, avec ça. Non, effectivement, monsieur, madame, tout le monde peut s'en servir. Dominique peut peut-être démontrer... on peut l'ouvrir? Oui, effectivement. Ça, c'est un DEA qu'on retrouve que monsieur, madame, tout le monde du grand public peut et devrait avoir le réflexe, maintenant qu'il y en a un petit peu partout, d'utiliser. C'est très simple d'utilisation, monsieur, madame, tout le monde. Il s'agit de suivre les instructions. Dans le fond, on vient ouvrir ici le compartiment, comme ça ici. On a tout le temps un petit chose qui est scellé. C'est des électrodes de défibrillation qui sont sous forme de collants. C'est scellé. C'est à usage unique. C'est à usage unique, effectivement, oui. Qui seront remplacés. Sur chaque ici petit chose, on note l'emplacement des électrodes. On a des images là, un peu partout. On retrouve les images sur ça et sur la machine ici. Oui. Avec la machine, vous pouvez voir, on voit différentes étapes. Oui. On va l'ouvrir, Daisy. Là, elle se retrouve à l'envers pour nous. Là, normalement, elle est au sol. On voit les images dans le bon sens. On pèse sur le piton. Ben, on peut faire en sorte, nous, on la connaît, la machine, qu'on peut faire en sorte, voilà, comme ça. Appareil prêt, électrode adulte. Oui. Comme vous voyez, là, il part... calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Donc, il nous dit toutes les étapes. Donc, même... Appliquez les électrodes de défibrillation sur la poitrine du patient. Avec sa voix calme et posée. Oui, c'est ça. Ben, le but, dans le fond, c'est qu'il parle très fort, comme vous pouvez voir. Il y a des instructions qui sont claires. C'est cyclé en différentes étapes. La première, c'est d'apposer les collants sur la petite illustration ou ça. Là, c'est sûr.
On va le taire. On va l'arrêter parce qu'effectivement, il va nous discuter tant qu'on ne fera pas l'étape pour passer à la suivante. Oui, lui, il nous attend, là. Fait qu'il suit notre rythme. Il vous accompagne. Lui, là, c'est focusé sur la voie du moniteur. Il vous explique de A à Z. C'est très bien fait. On appose les électrodes dans le premier moment, effectivement. Oui. Dès que ça va être fait, il va reconnaître les électrodes au niveau du patient. C'est-à-dire qu'il va vous demander d'ici, le petit bouton ici, là, qui est le petit cœur, la lumière va se diriger vers là, on va appuyer là. Là, le moniteur va se mettre en mode analyse. Ce qu'il va chercher, c'est un RIP au niveau électrique, au niveau du cœur, qu'on appelle défibrillable. Oui. De sorte à donner un choc électrique. Puis de sorte à ne pas en donner un si la personne n'en a pas besoin. Effectivement. Effectivement, on recherche vraiment un problème au niveau électrique, parce qu'on peut avoir des problèmes au niveau mécanique, mais l'appareil ne servira pas, ça va être d'autres manœuvres. Ça ici, c'est strictement pour ce qui est électrique. Dans le fond, on suit les petites étapes. Il va vous dire, comme vous voyez ici, le petit bonhomme, tassez-vous. S'il a donné une décharge électrique, il va vous avertir de vous reculer, puis d'appuyer sur le moniteur pour donner la décharge. Puis après ça, il va vous indiquer débuter la RCR, 30 poussées thoraciques comme un massage cardiaque conventionnel. Il compte avec nous pour nous donner le bon rythme aussi. Vous allez voir, il va vous accompagner dans le processus. Jusqu'à ce que vous arriviez sur place. Oui, finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet appareil-là, il fait partie de la chaîne de survie. Oui. Puis la chaîne de survie, elle commence soit avec des témoins de l'effondrement ou les premiers arrivés, que ce soit monsieur, madame, tout le monde. Donc, cette machine-là facilite le travail de tous, très bien expliqué. Oui. J'aime pas dire idiot-proof, mais tout le monde est capable de s'en servir. Même dans un état de panique, il faut évidemment que ces appareils-là soient bien identifiés, qu'on sache où les trouver. Donc, dans les établissements où ils sont disponibles, ils doivent être affichés. On les voit bien. Nous, pour ceux qu'on donne, on demande à ce que ce soit visible au grand public. Puis on s'assure aussi que ce soit fait. Donc, habituellement, là, on devrait arriver puis être capable de voir, d'avoir un visuel direct sur la machine. L'appareil, là. Vous faites la distribution, justement, de ces appareils-là. On en a beaucoup sur le territoire charlevoisien. On est chanceux de ça. Combien, présentement? Présentement, on en a 27. Bientôt, on va se rendre à 34. Là. Cette année, c'est peut-être une petite primeur, là, mais on va en donner 7 à différents organismes et entreprises de la région. OK. Donc, on va être rendu à 34 au total. Comment ça fonctionne, la distribution de tout ça? N'importe qui peut en demander un? Comment c'est financé? C'est quoi le fonctionnement là, de la distribution? C'est financé principalement par notre tournoi de golf annuel, le tournoi de golf des paramédics, qui va avoir lieu encore en août cette année. D'accord. Puis, comment ça fonctionne pour en recevoir un? Bien, les gens peuvent simplement m'envoyer un courriel ou envoyer un courriel à l'administration. Ensuite, on s'assoit et on évalue. Et puis, n'importe qui peut faire une demande pour avoir un appareil comme ça? Bien, nous, dans le fond, on prend les demandes de tout le grand public, puis on va en cibler quelques-uns selon quelques critères. OK. Effectivement, le but de tout ça, c'est d'essayer de les porter en régions plus éloignées un petit peu par rapport à ce que dans les grands centres comme Baie-Saint-Paul et Malbaie, souvent, il y a des points de service et puis il y a des ambulances qui sont proches. Donc, on essaie de donner l'accès à ceux qui sont un petit peu plus éloignés puis que l'ambulance est un petit peu plus longue à venir. Oui. Mais malgré qu'il y a des entreprises aussi qui se qualifient selon d'autres critères, comme on a beaucoup réfléchi au niveau des campings. On sait que les campings aussi, là, c'est une agglomération de personnes. C'est d'un petit village dans un autre village l'été. Oui. Le camping, bien, les gens, c'est une place où il y a du bonheur, les gens, c'est festif, les gens consomment des boissons alcoolisées et puis même, malheureusement, des psychotropes à temps zéro. Fait que ça peut être utile, là. C'est des exemples comme ça. Mais quand c'est le temps de prendre la décision où ils vont aller, bien, on a un petit comité qui se consulte, puis on y va de façon stratégique, de façon à ce que pas mal toutes les municipalités soient desservies. D'ailleurs, là, il y a une nouvelle carte interactive qui vient d'être créée, qu'on a juste ici, qui permet de voir dans une région où sont les défibrillateurs. C'est bien ça? Oui, bien c'est ça. C'est une carte interactive qu'on a créée à la base pour nous, pour être capable de situer nos défibrillateurs. Il faut comprendre là, qu'au départ, on est parti avec l'idée, la CETAC et le syndicat des paramédics, de remettre un défibrillateur. Ensuite, l'autre année, ça a peut-être été 2. Mais là, on est rendu avec un joli problème, disons-le comme ça. C'est qu'on va en avoir 34 bientôt. Fait qu'il faut être capable de les situer puis de savoir sont positionnés à quel endroit. Oui. Donc, on a eu l'idée de créer une carte interactive qu'on peut l'avoir ici. Mettons, si on va dans Baie-Saint-Paul, on peut peut-être voir un exemple là, de quoi ça a l'air. Donc, on a les petits cœurs rouges.
C'est sur Google Maps, donc on connaît l'environnement. Oui. Pour l'instant, il y a seulement que nous qui puissions la voir. Éventuellement, là, on aimerait ça la mettre disponible au grand public. Mais il y a aussi présentement l'application DEA Québec qui s'installe très bien là, sur iPhone puis Android. Les gens peuvent voir, c'est similaire à ça. Là, sauf que là, présentement, sur la carte qu'on voit, on a seulement ceux que nous avons donnés à la CETAC. Donc là, on clique sur le cœur, on voit l'image du commerce, puis l'endroit exact où se trouve le DEA. On a tout le descriptif, les personnes ressources, l'adresse où il se trouve, comme ici le Formomax sur Saint-Jean-Baptiste. Oui. On a la personne ressource, le numéro de téléphone, le positionnement aussi dans la salle de gym, on le voit en bas. Là. Ça va aller sur une autre photo, on le voit. Donc, il faut dire, c'est important que les entreprises le placent à un endroit accessible. On le veut c'est pas un dans critère. Une armoire barrée non, effectivement. à la vue de tous. Dites-moi, avez-vous d'autres partenaires avec vous dans ce projet-là de distribution de DEA? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal financement, c'est le tournoi de golf. Mais il y a aussi la députée qui était Émilie Foster, maintenant Karianne Bourassa, qui donne un montant pour l'achat de DEA. Il y a aussi le syndicat des paramédics de Charlevoix qui, lui, était un premier commanditaire au tout début, il y a 7 ans, quand on a commencé à donner les DEA. Là, le syndicat a vraiment mis des fonds puis participé à l'achat des premiers DEA, puis il participe encore d'ailleurs à toutes les années. Génial. Bien, merci beaucoup à vous deux d'être passés nous voir ce matin, puis bravo pour ce beau projet. Merci. Lydia Duchesne vous propose maintenant un tour d'horizon des nombreuses activités qui sont offertes pendant la relâche scolaire. La relâche s'installe en Charlevoix du 3 au 11 mars et ce ne sont pas les activités qui manquent. À Baie-Saint-Paul, la disco patin sera de retour à l'Aréna Luc et Marie-Claude. 2 plages horaires sont proposées, 10h30 à midi pour les petits et 13h30 à 15h30 pour tous. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul propose un rallye à travers l'exposition en cours sur Denis Junot. Les enfants sont invités à visiter les lieux pour repérer les indices qui mèneront à la découverte du mot de passe à trouver. Aux éboulements, le camp Le Manoir présente plusieurs activités familiales. Jeudi, le 9 mars, on a un parcours ludique la nuit. Donc, les gens, on se regroupe puis on va faire une randonnée en raquette à la lampe frontale. Ensuite, vendredi, le 10 mars, on a la base de plein air animée, journée un peu thématique parents-enfants, où est-ce que les gens vont pouvoir profiter d'une grande panoplie d'activités plein air. Puis, le samedi, le 11 mars, on a une autre journée base de plein air animée, thématique olympiade d'hiver. La première journée, la journée parents-enfants, on a un horaire d'activité animée. Donc, à partir de 10h, il y a une activité d'escalade. Ensuite, il y a une activité de tir à l'arc. Et puis, en après-midi, on propose une course d'orientation, qui est une nouvelle activité sur le site du camp. Donc, les gens vont se promener partout sur le site du camp, découvrir nos installations, puis en même temps, chercher des petits indices, puis résoudre des énigmes en même temps. À Petite-Rivière-Saint-François, l'équipe de la coop L'Affluent au domaine Allégorie récidive avec son authentique cabane à sucre. Dès le 4 mars, vous pourrez profiter de différentes options pour vous sucrer le bec dans une ambiance chaleureuse et animée. Du côté de l'Est, le Mont Grand Fond, en partenariat avec la Corporation de mobilité collective Charlevoix, offre un service de navette exclusif entre la montagne et les municipalités de Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Clermont et la Malbaie, et ce pour les journées du 3, 4, 10 et 11 mars. Tous les détails sont sur le site de Mobilité Charlevoix.
Alors, c'est tout pour les actualités TVCO. Cette semaine, on espère que ça vous a plu et au nom de toute l'équipe, je vous dis à la prochaine.